Le journal de 6h est présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. L'autopsie de son corps aujourd'hui doit éclaircir cette question. Qu'est-il arrivé exactement à Stéphane Vittel, ce principal retrouvé mort par sa femme dans son collège de Lisieux vendredi alors qu'il venait vérifier une alarme? La piste criminelle est privilégiée. Les habitants, eux, attendent et se recueillent devant l'établissement pour saluer sa mémoire. J'ai des très bons souvenirs, il était toujours là pour nous. Quand il y avait des problèmes, il se déplaçait toujours. J'étais assez triste quand je l'ai appris. Je suis toujours triste, il ne méritait pas ça. C'était un bon proviseur. Qui était aimé et qui faisait vraiment des choses bien pour son collège. Il était contre le harcèlement scolaire. Il luttait oui, beaucoup. On a eu plus d'activités contre le harcèlement. Il était bien, il était toujours à notre écoute, il nous surveillait tout le temps. Le matin, il venait nous accueillir, le soir, quand on repartait aussi. Pour moi, c'est choquant. Surtout sa famille, elle doit être triste quand même. De la peine, de la tristesse. Et après, c'était un proviseur qui était très apprécié. Donc c'est ce qui fait d'autant plus mal, tout simplement. Les témoignages des élèves de ce collège de Lisieux dans le Calvados au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1, Antoine Bienvaux. Antoine que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h. Dans l'actualité également, Gérald Darmanin qui prépare sa rentrée politique. Et bien au-delà, ce qui m'intéresse et m'inquiète, c'est ce qui se passera en 2027, dit le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Figaro. Référence à la future présidentielle et à Marine Le Pen, le locataire de la place Beauvau qui réunira 400 personnes dans son fief de Tourcoing fin août, dont 90 parlementaires et quelques ministres. L'enquête démarre à Grasse autour de cet incendie hier dans le centre historique de la ville. Qui a fait 3 morts et 7 blessés, dont 3 gravement. L'état de ce bâtiment ancien au cœur de toutes les interrogations. Que sait-on ce matin sur ce drame, Alexandra Gégy? Oui, le feu a démarré aux alentours de 3h hier matin dans la cage d'escalier de cet immeuble ancien. Parmi les personnes décédées, 2 sont mortes dans les flammes et une autre a été retrouvée inanimée. Elle aurait tenté d'échapper au feu en se défenestrant. Les secours dénombrent également 3 blessés graves et 4 légers. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer l'origine de l'incendie, accidentel ou criminel. Dans le Vieux-Grasse, beaucoup de bâtiments sont vétustes, mais cet immeuble ne présentait pas de risque majeur, assure le maire de la ville. Même constat pour Jean-Christophe Demarthe, commandant des sapeurs-pompiers de Grasse. Le centre historique de Grasse, il ressemble au centre historique de toutes les villes de France. Il y a des immeubles qui ont été construits il y a de nombreuses années. Il y a des difficultés d'accès pour nous les secours puisque c'est souvent des voies étroites. Pour autant, lors de l'intervention, on n'a pas identifié de problème particulier dans cet immeuble qui n'avait pas de signe de vétusté avancée. L'immeuble avait d'ailleurs été mis en demeure par la municipalité pour accélérer des travaux de rénovation qui devaient avoir lieu en octobre prochain. Les précisions d'Alexandra Gégy. Et tout à l'heure, nous serons en direct dans le journal de 7h avec le maire de Grasse, Jérôme Viau. Il répondra à nos questions, notamment sur justement la question de la vétusté ou non de cet immeuble, Victor. Et notez aussi ce feu qui s'est déclaré hier soir à Albi dans un immeuble ancien classé à l'UNESCO. Il a finalement été stoppé dans la nuit par les pompiers sans faire de victimes. On l'a appris hier soir, la première visite en France du roi Charles III aura lieu en septembre selon plusieurs de nos confrères. Initialement programmé en mars, ce déplacement avait été annulé en raison de contestation de la réforme des retraites dans tout le pays. À l'étranger, les putschistes du Niger veulent poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Ils expliquent s'appuyer sur des échanges avec des acteurs nationaux et internationaux. La junte dénonce par ailleurs les sanctions, je cite, humiliantes et inhumaines de la CEDEAO contre le Niger, notamment les restrictions de fourniture de courant. Il s'appelle EG5 et vous l'avez peut-être déjà rencontré, c'est le nouveau variant du Covid. Désormais majoritaire en France, plus 31% de cas sur la dernière semaine étudiée. L'Organisation mondiale de la santé le classe comme variant à suivre. Il l'est déjà par des chercheurs, des chasseurs de Covid amateurs. Ces citoyens qui traquent l'apparition de nouveaux variants. C'est le cas en Italie, à Côme, d'un éducateur canin qui analyse les séquences du virus. Antonino Gallofaro. Il travaille entouré de chiens dans la province verdoyante et montagneuse du lac de Côme. A priori, Federico Guelli n'a rien à voir avec le monde médical. Et pourtant, en 2020, durant la pandémie, il devient chasseur ou chercheur de variants, observateur. C'est un travail à mi-chemin entre le monde académique et scientifique. Nous cherchons une aiguille dans une botte de foin. Cet éducateur du meilleur ami de l'homme traque les anomalies des séquences de l'un de ses pires ennemis. Identifier plusieurs anomalies identiques permet de découvrir un nouveau variant. Il s'appuie sur une plateforme où sont répertoriées quelques 18 millions de séquences du Covid. Tout cela
en autodidacte. Je n'avais rien à faire durant la quarantaine, alors je me suis intéressé à ça, mais je n'ai pas de compétences spécifiques. Je comprends les choses un peu, mais seulement jusqu'à un certain point. Je n'ai pas la formation universitaire qui me permet d'aller plus loin. Les scientifiques citoyens comme Federico Guelli sont organisés en communautés menées par de vrais chercheurs. Ils ont découvert 90% des variants du coronavirus. Milan, Antonino Gallofaro, Europe 1. Le bilan des feux de forêt à Hawaï, déjà les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis, pourrait dépasser les 100 décès dans les prochaines heures. Les critiques sont d'ailleurs toujours vives sur la gestion du drame par les autorités. La justice américaine enquête. Et puis c'est un autre phénomène météo inquiétant au Japon. Cette fois-ci, le typhon Lame s'approche des côtes. Il s'annonce violent et s'apprête à déferler sur Tokyo notamment. De quoi raviver le traumatisme causé par Hajibi, cette tempête qui avait fait 80 morts et de lourds dégâts il y a 4 ans. Comment se prépare-t-on dans la capitale japonaise? La correspondance pour Europe 1 de Bernard Delattre. En octobre 2019, Hajibi avait endommagé 60 000 habitations. À l'époque, les rafales avaient atteint 260 km/h. L'âme sera-t-il aussi dévastateur? Cette octogénaire est particulièrement inquiète. J'habite une maison en bois qui date du siècle dernier. Tiendra-t-elle le coup? On annonce des vents extrêmement violents. Manquer de nourriture, être privé d'eau, voire aussi d'électricité, c'est la hantise de ces Tokyoïtes. J'ai fait des provisions de pain, de riz et de nouilles instantanées. En 2019, je n'avais pas pu sortir de chez moi pendant 3 jours tellement les éléments étaient déchaînés. J'ai rempli ma baignoire et plusieurs seaux à ras-bord, si jamais l'eau venait à être coupée. J'ai peur. S'il y a une coupure générale d'électricité, je ne pourrai utiliser ni le climatiseur ni mes ventilateurs. Par 40 degrés à l'ombre. Il y a 4 ans, plus de 450 000 foyers avaient été privés d'électricité et il avait fallu 12 jours pour rétablir le courant dans l'ensemble de la région. Tokyo, Bernard Delattre, Europe 1. Et puis le Maroc a battu son record absolu de chaleur, 50,4 degrés enregistrés hier à Agadir dans le sud du pays. En France, Météo France place désormais 5 départements en vigilance orange canicule pour aujourd'hui: l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Europe 1, 6h08. Imaginez votre quotidien sans Internet. Il y en a que ça pourrait reposer, mais c'est quand même généralement une galère que vivent les habitants du village de Flesselles au nord d'Amiens. Sur 2100, ils sont une grande partie à être privés de connexion et ça dure depuis plus d'1 mois. En cause, un vol de câbles de cuivre, une situation qui agace les commerçants et qui met aussi en danger les personnes âgées. Maximilien Carlier. Janine, 94 ans, porte habituellement sur elle un système de téléalarme. Sauf qu'il ne fonctionne plus car cette retraitée n'a plus de connexion Internet et donc plus de téléphone. C'est un collier. Moi, je les mets autour de mon cou. Alors, si je suis mal prise, j'appuie. En fin de compte, comme c'est relié au téléphone, rien du tout. J'aurais eu un malaise, on m'aurait trouvé dans ma maison, comme ça. On se sent abandonné, ajoute-t-elle, et impossible d'appeler le docteur, le pharmacien ou une amie qui vous ramène du pain. Dans le seul bar tabac du village, les turfistes ne viennent plus à cause de la coupure, comme l'explique Fabien, patron du CEP. En fait, les gens aujourd'hui ne peuvent pas parier sur le PMU. Donc pas de pari sur le PMU, pas de consommation à côté, pas d'achat de tabac, automatiquement. C'est un impact sur toutes les activités en fait. Le distributeur de billets à côté du supermarché est hors service. Dans certains commerces, il faut parfois attendre 4-5 minutes pour payer par carte. La commune tourne au ralenti depuis début juillet. Le maire de Flesselles, Jocelyn Louette, est agacé. Grosse galère, oui. Une grosse galère, surtout pour les personnes âgées. Le commerce en a pris un sacré coup. Il faut que ça rentre dans l'ordre. Ça ne peut plus durer éternellement, c'est pas possible. Retour à la normale prévu cette semaine selon Orange. L'opérateur téléphonique évoque depuis le début de l'été une flambée des vols de câbles cuivrés dans les Hauts-de-France. Flesselles, Maximilien Carlier, Europe 1. Jamais on n'avait atteint de tels sommets. C'est le cri d'alerte du syndicat étudiant UNEF sur le coût de la rentrée scolaire ce matin dans les colonnes du Parisien. Une hausse de presque 6,5%, 595 € de plus que l'année dernière. En tête des augmentations, l'assurance habitation plus 11% et le coût de l'électricité plus 10%. Tous les jours de cette semaine, Europe 1 va vous faire voyager avec une nouvelle série originale, vous allez l'entendre, une série sur les sons des villes du monde. Grâce à nos correspondants à l'étranger qui vont plonger en immersion à l'autre bout du monde. Alors si vous êtes encore dans votre lit ou en train de prendre le petit déjeuner, fermez les yeux. Ce matin, nous allons à Bangalore en Inde avec vous comme Bastin.
Pour moi, c'est sûrement le bruit des plaques de cuisson des cuisines à Dosa. Cette crêpe, c'est le plat typique ici. Elle est cuite dès 6h du matin. Entre la rue où j'habite, à la végétation foisonnante et une bretelle d'autoroute, voilà l'ambiance animée du restaurant Udupi. C'est une gargote typique du sud de l'Inde et j'y viens quasiment tous les jours pour une dosa ou un thé. Le patron Suresh a commencé comme simple commis. Toutes les générations et les communautés sont bienvenues chez nous pour manger des dosas. Les bons jours, on peut en vendre 1000. La dosa coûte 1 € et des milliers de restaurants la servent à toute heure, déclinant des odeurs de moutarde, coriandre, fromage. J'adore la texture croustillante de cette pâte. Elle est accompagnée de sauce à la noix de coco ou à la menthe. C'est inimitable. C'est pas cher, c'est vraiment le plat qui me réconforte. Ce qui est formidable avec la dosa, c'est qu'elle rassemble toute la population de Bangalore, la Silicon Valley indienne. Des chauffeurs de tuk-tuk aux start-upers, des groupes d'étudiants aux mères de famille en sari. C'est un peu le carburant de la ville. Fascinante immersion à Bangalore en Inde proposée par notre correspondant Combastin. Et puis Lionel, je vous emmène à Rietor de Randon, un village de Lozère qui se prépare pour réaliser un exploit mondial. Eh oui, il s'agit bien d'une tentative de record du monde de la plus grande chenille du monde. Alors, à ne pas confondre avec la queue leu-leu, parce que Lionel, je me suis renseigné, la chenille, c'est les mains à la taille, la queue leu-leu, c'est les mains aux épaules. C'est pas pareil. Ça, c'est un détail technique important. En tout cas, Rietor de Randon doit réunir 3940 participants pour battre le record, soit 4 fois plus que le nombre d'habitants de la commune qui avait battu l'année dernière un autre record du monde, celui de la plus grande danse des canards. Et c'est quand ? C'est demain. C'est demain. Inscription à partir de 9h sur la place du village et l'exploit sera tenté à 17h. D'accord. Vous y allez, Marlène ? Je regarderai la météo juste avant. Merci, Victor Pourchet. Il est 6h.